Bonjour et bienvenue, c'est reparti pour un tour. Non, je parle pas la nouvelle année des vidéos sur ma chaîne, je parle bel et bien du Japon et de la Corée du Sud. Enfin, c'est reparti, c'est pas totalement vrai parce qu'en fait, ça s'est jamais vraiment arrêté. Entre ces deux pays, c'est Tom et Jerry, c'est un truc de ouf. Alors bon, qu'est-ce qui repart? C'est quoi l'embrouille? Où, quoi, comment, bien, voilà. Pour l'instant, vous savez pas, mais je vais vous expliquer tout ça. Même si vous l'avez probablement vu, parce qu'il y a eu des articles de presse, même dans la presse française. Il y a plus d'un an, en 2019, je faisais une vidéo « Ce que personne n'a pas dit ». Oui, bon bah écoutez, à un moment donné, c'est pas mon métier, mais je suis youtubeur. Faut faire un peu de putaclic, hein, je suis désolé. Donc on laisse ça de côté. Boycott Japon. Et oui, souvenez-vous, l'été 2019, la Corée du Sud organisait un énorme boycott des produits japonais. Mais c'est vraiment un truc fat, un truc vraiment poum. Voilà, un truc bien gros. En mode, c'était même pas que les produits japonais, c'était vraiment tout ce qui représentait le Japon qui était banni par les consommateurs. Pas tout le monde, mais tu vois, l'exemple bête un peu, c'est se dire, ils allaient même plus dans des restaurants japonais, alors que dedans c'était des employés sud-coréens, et parfois c'était même tenu par un dirigeant sud-coréen. Juste, c'est un sud-coréen qui s'est dit, tiens, je vais faire un restaurant japonais. Ben, ils y allaient plus parce que ça représente le Japon, et ils s'attaquaient d'un point de vue consommation à tout ce qui se rapproche du Japon. Alors, pas tous et pas tout le temps, parce qu'on les a vus, ceux qui sont partis au Japon parce que c'était pas cher. On vous a vu, les mecs, on vous a vu. Bref, toute cette histoire commence bien plus tôt, et ce n'est pas qu'une histoire de sub. Cependant, comme j'ai dit, même si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vais reprendre certains éléments que j'ai déjà dit, parce qu'il faut que je revienne là-dessus, il me faut une chronologie bien droite, bien complète, pour que cette vidéo soit facilement compréhensible pour vous. Donc je vais reprendre certaines parties, et je vais aussi en ajouter d'autres, parce que déjà, la dernière fois, il y avait pas mal de recherches, mais là, il y en a eu encore plus, pour parler d'encore plus de choses, pour montrer qu'au final, contrairement à ce que les fans de la Corée et les Coréens, en général, pas tous, je fais une petite généralité, aiment montrer, le Japon n'est pas si méchant que ça, ou en tout cas n'est pas que le méchant de l'histoire. Faut mettre un peu d'eau dans son vin, et je parlerai d'un concept que vous avez sûrement vu dans la miniature, de la naïveté collective et de la manipulation du gouvernement coréen dans cette vidéo. Quand je vous dis que cette histoire remonte à il y a très longtemps, vous n'êtes pas sans savoir qu'entre 1910 et 1945, la Corée du Sud était occupée par le Japon. Un peu comme nous, on était occupés par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, sauf que ça durait beaucoup plus longtemps et c'était beaucoup plus vénère. Pour donner un exemple simple, par exemple, les Allemands, Hitler donnait l'ordre de ne pas brûler notre patrimoine. Alors, il y a des livres qui y sont passés, oui, mais d'un point de vue bâtiment, tout ce qui est château ou autre, les soldats allemands pouvaient s'installer dedans, mais avaient ordre de ne rien détruire. Le Japon, c'était pas ça du tout. Ils ont cramé des trucs de ouf, tu vois, genre, c'était la fête. Pas une bonne fête, mais c'était la fête. Et il y a eu beaucoup de choses comme ça, comme par exemple l'interdiction aussi de parler coréen dans la Corée. Donc tout ça pour dire que l'occupation de la Corée par le Japon, je dis bien la Corée parce qu'elle n'était pas encore divisée à ce moment-là, c'est vraiment très mal passé, elle était vraiment très dure. Sauf que, à la fin de la guerre, en 1945, la Corée et le Japon ne sont inclus dans aucun traité. Enfin, le Japon est inclus dans certains, mais il n'y a pas de normalisation des relations entre la Corée et le Japon. Il n'y a pas vraiment de choses qui sont faites entre ces deux pays, malgré cette occupation. Si on prend l'exemple de la France, l'Allemagne a payé des indemnités à tous les alliés quasiment, et donc ils nous ont versé à nous Français des intérêts, des dommages et intérêts pendant plusieurs années. Le Japon n'a pas eu à faire ça, ou en tout cas, pas avec la Corée. Il y a eu des traités entre le Japon et les États-Unis, mais jamais entre la Corée et le Japon. Pour avoir un traité, il faut attendre 20 ans, en 1965, et c'est la Corée elle-même qui a dû négocier avec le Japon. Ce traité de 1965 s'appelle la normalisation des relations entre le Japon et la Corée du Sud. Dedans sont traités vraiment tout un tas de choses qui vont vraiment juste des zones de pêche, l'attribution de certaines îles, et aussi une partie liée à des dédommagements financiers. Je vous ai donné le détail dans la dernière vidéo. Oui, je reste encore youtubeur, je vous laisse aller voir la vidéo pour savoir un petit peu tout ça. Mais comme je suis aussi un mec gentil, je vous l'ai écrit ici. Au total, 1,6 milliard de dollars sont donnés par le Japon à la Corée du Sud, dont un certain montant plutôt conséquent, 500 millions de dollars,
sous forme de prêt, ça veut dire que la Corée du Sud devra le rembourser. Contrairement à ce que je disais dans la précédente vidéo, ce montant, c'est pas rien du tout, c'est même plutôt gros en fait. Parce que quand on y repense, le plan Marshall, au final, c'était 13 milliards pour toute l'Europe. En France, on a eu un peu plus de 2 milliards. La Corée, elle a eu moins de 2 milliards, mais l'état de développement de la Corée par rapport à la France, c'est incomparable. À cette époque-là, la Corée était un petit truc, tu vois, c'était pas développé du tout. Donc si je recontextualise, au final, ça fait quand même un paquet d'argent qui a d'ailleurs permis de très bien développer le pays. Petit point très important, il est souvent fait une distinction entre deux types de victimes dans cette histoire de colonisation et de Seconde Guerre mondiale lorsque le Japon était en Corée. Souvent, on va parler d'un côté des victimes de guerre et les travailleurs forcés, et de l'autre côté des femmes de réconfort. C'est une notion très importante d'avoir cette séparation des deux victimes, parce que le traité de 1965 ne mentionne jamais les femmes de réconfort. Cependant, il mentionne quand même que tous les préjudices subis par les Coréens lors de l'occupation de la Corée par le Japon sont résolus, et que toute demande individuelle ou collective de dédommagement et intérêt dans le futur ne sera pas prise en compte parce que ce traité de 1965 le règle, tout simplement. Ce que je viens de dire là, c'est très important. Le Japon a vraiment fait en sorte que ce soit inscrit. Le fait que toute demande de dédommagement individuel ne sera pas valable. Et s'il le souhaite, c'est pour une raison très précise. Avant la signature du traité, et pendant qu'ils étaient en train de négocier le traité, pour être plus précis, en 1963, le Japon dit « Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner de l'argent à toutes les victimes encore en vie. » Et la Corée du Sud a dit, enfin le gouvernement coréen a dit « Non, 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 non. Vous nous donnez l'argent et nous, on s'occupe de redistribuer. » Donc forcément, c'est plutôt logique qu'ils disent « Bon bah écoutez, on a donné l'argent en global, du coup, vous avez dit que vous ferez la répartition, donc qu'on ne vienne pas nous faire chier avec des demandes particulières. » Et c'est là qu'on voit un problème à ce traité de 1965, le fait que d'un côté, c'est écrit que tous les préjudices subis sont résolus avec ce traité, mais d'un autre côté, il n'a pas traité tous les préjudices. Et si on se place d'un point de vue objectif, je comprends que ça fout le seum aux Coréens, le fait que les femmes de réconfort soient pas dans ce traité-là, et qu'après, ils aient fait « Non mais les mecs, par rapport aux femmes de réconfort. » Mais d'un point de vue des Japonais, j'ai envie de dire, c'est écrit « Hey, regarde, on a dit que tout était réglé, mon frère, t'y as pas pensé, c'est ton problème, maintenant t'assumes. » Et pendant des années, les femmes de réconfort seront laissées de côté, et le Japon refusera tout dédommagement. Un petit point par rapport à ce traité. Je vous ai dit que le Japon a versé une somme au gouvernement coréen qu'il était censé répartir à tout le monde. Cette somme-là, elle est inclue dans les 800 millions de dollars qui sont versés sous le symbole de la cohésion économique entre les deux pays. À l'intérieur se trouvent 364 millions de dollars qui sont destinés à dédommager les victimes de guerre et les travailleurs forcés. À cette époque-là, le gouvernement coréen estime qu'il y a un peu plus de 1 million de victimes en Corée du Sud. Donc en 1965, la Corée reçoit de l'argent de la part du Japon, et pendant 10 ans, il ne va rien se passer. Ce n'est seulement qu'en 1975, 10 ans après, que 8552 Coréens vont recevoir de l'argent de la part du gouvernement. Alors tout ça, ça s'est passé il y a bien longtemps, donc je vais être obligé de faire des calculs un peu chiasseux, mais je vais rapprocher tout cet argent-là de 1965 et 1975 à des valeurs actuelles. Avec l'inflation, 100 $ en 1965, ça fait 860 $ aujourd'hui. Alors on va pas se faire chier avec des virgules, on va dire que ça fait x8. Donc 364 millions de dollars, ça fait 2 912 millions. Pareil, on va arrondir à 3 milliards de dollars. Avec un peu plus d'1 million de personnes à indemniser, ça fait donc un peu moins de 1000 $ d'indemnisation par personne. Sauf que, comme je l'ai dit, Séoul ne donne rien. C'est seulement 10 ans après que 8552 Sud-Coréens vont recevoir une compensation de 2 570 000 won. 2 570 000 won de 1975. Avec l'inflation coréenne, ça fait environ 31 millions de won aujourd'hui, soit 28 000 $. 28 000 $ pour 852 personnes, ça fait 240 millions de dollars. Je sais pas si j'ai fait un montage ou si je vous laisse ce moment très gênant de moi qui lis mon écran avec tout le calcul. Mais en tout cas, on vient de faire pas mal de calculs, c'est un peu dur à suivre. Donc on va résumer ce qui vient de se passer. Avec les calculs un peu chiasseux que je viens de faire,
on peut estimer que l'argent qu'a reçu la Corée en 1965, à l'heure actuelle, équivaut à 3 milliards de dollars. Ils ne verseront rien pendant 10 ans et verseront seulement à 8552 personnes et non pas 1 million de Sud-Coréens une compensation 10 ans après, en 1975. La somme du total de ces indemnisations versées en 1975, si on lui applique le taux de l'inflation pour avoir la valeur qu'aurait cet argent aujourd'hui, à l'heure actuelle, fait qu'on arrive à 240 millions de dollars. Donc ils ont reçu 3 milliards pour redistribuer, et ils en ont finalement redistribué que 240 millions. Le gouvernement coréen s'est donc engraissé sur son peuple de 2 milliards 700 millions de dollars. Vous comprendrez de façon plutôt simple que lorsque les Coréens arrivent en mode « Oui, non, mais écoutez, c'était un dictateur à cette époque-là, lorsque on a négocié le traité avec vous, donc il n'a pas fait ce que voulait le peuple. Donc on souhaiterait que vous nous donniez maintenant des indemnisations, mais par personne. » Vous comprendrez que les Japonais, ils sont pas chauds. Enfin, moi, de point de vue objectif, je suis loin de cette histoire-là. Je suis français, ok, ma copine est coréenne, ok, j'ai vécu quelques mois en Corée. Et bon, je me mets à la place du Japon et je me dis, bah, les mecs, vous forcez un peu. Et c'est pour ça que, personnellement, je parle d'une naïveté collective. Parce que, personnellement, quand je lis des articles de presse coréens sur des sites anglais ou sur des sites coréens, majoritairement sur des sites anglais, ou alors que je parle avec des amis, t'en as aucun qui me mentionne ça. Tous me disent, ouais, le Japon, ils se sont jamais excusés, ils ont rien donné pour les femmes de réconfort, ils ont jamais fait ci, ils ont jamais fait ça. Ouais, mais frérot, ton gouvernement, il a pris 2 milliards et zoom zoom, il a rien donné. Enfin, il a donné qu'une petite partie. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, il faut pas non plus juste dire, c'était le dictateur Park qui était au pouvoir en ce moment-là, il a fait de la merde, machin, tout ça. Parce que c'est pas non plus que vrai. Ok, peut-être qu'il a pas tout redistribué, mais il faut pas oublier quelque chose de très important. Je suis personnellement convaincu, et ça aussi, beaucoup de Coréens me l'ont dit, sans ce dictateur, à l'heure actuelle, la Corée n'en serait pas là où elle en est. Ça ne serait pas le mastodonte qu'elle est à l'heure actuelle sans ce dictateur, qui a investi énormément d'argent public dans des grosses entreprises, notamment dans l'industrialisation. Samsung ne serait peut-être pas aussi gros qu'à l'heure actuelle sans ce dictateur. Et on peut peut-être aussi estimer, parce que c'était le dictateur Park en 1965 quand le traité a été signé, c'était encore lui en 1975 quand l'argent a été qu'en partie réparti, mais on peut penser que tout ce gap de 2 milliards, il a été investi dans les entreprises. Peut-être qu'après il s'est aussi engraissé lui ou avec d'autres personnes, je sais pas, mais c'est possible, en tout cas, en laissant la porte ouverte. Bon, revenons à notre histoire de traité. Ce traité, comme je l'ai dit, ne comporte pas du tout la mention des femmes de réconfort. Et ça, les Coréens, après coup, ils aiment pas du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont aussi pas mal titiner afin de dire « Ouais, bon écoutez, il faudrait peut-être aussi inclure les femmes de réconfort, machin, patati patata. » Le Japon, ni en bloc, se cache derrière le traité, à tort ou à raison. Encore une fois, je vais pas relancer le débat de ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Mais, plusieurs années après, des dizaines d'années après, en 2015, on passe de 1965 à 2015, je vous laisse faire le calcul, ça fait 50 ans, un nouveau traité est signé, et un traité dédié uniquement aux femmes de réconfort. Et dans ce traité-là, d'ailleurs, lors de l'annonce de la signature en décembre 2015, le Japon présente ses excuses aux femmes qui ont subi des dégâts tant physiques que mentaux à cause de cette pratique. Alors, pour tous ceux, dont moi, je l'ai dit lors de ma dernière vidéo, qui vous disent le Japon s'est jamais excusé, c'est faux. Le Japon s'est déjà officiellement excusé pour les femmes de réconfort, et a même versé de l'argent. 1 milliard de yens, ça fait à peu près 8 500 000 euros. En 2015, lors de la signature de ce traité, il y avait 46 femmes de réconfort qui étaient encore vivantes, sur plus de 200 000. Donc, tu vois, il y a déjà eu une grosse perte. C'était vraiment le moment, il fallait le signer, ce putain de traité. Et personnellement, je trouve que Madame Park, la présidente Park, oui, c'est celle qui s'est fait destituer en 2017 pour corruption, elle a quand même bien fait ce traité. Je trouve que, personnellement, il fallait le faire. Tu vois, à un moment donné, il faut accepter, faut se montrer plus intelligent,
et dire bon bah écoute, vas-y, machin, le Japon s'est montré intelligent, les deux ont grandi, et hop, ils ont réussi à négocier ce traité. D'ailleurs, le Japon a donné beaucoup plus d'argent que ce qu'ils ont fait lors de leur première proposition. Ils ont donné 10 fois plus. Au total, ça a permis de dédommager chacune des victimes jusqu'à un montant de 180 000 $. Tu te doutes bien que dans Tom et Jerry, ok, Tom et Jerry, parfois ils se font pas la guerre, parfois ils font copain-copain. Tu sais très bien que ça dure pas. Devine ce que le Japon il fait en janvier. Il fait de la merde. Ben oui, ben forcément. Abe, il s'est senti obligé de dire c'est une capitulation inconditionnelle et perpétuelle de la Corée du Sud. Mais pourquoi tu fais ça, mon gars? Pourquoi tu fais ça? Tu viens de t'excuser quelques semaines après, tu fais oh bah c'est bon, ils ont capitulé pour tout le temps. Dis pas qu'ils ont capitulé. Et capituler, ça fait un peu genre ils ont baissé culotte, ils vont plus nous casser les couilles. Là tu les présentes genre c'est des sauvages qui vont voilà, on a un traité de paix, les sauvages vont plus nous attaquer. Et forcément les Coréens ils l'ont mal pris. Et forcément ils font oui, tu dis ça comme ça veut dire que non, tu penses pas ce que t'as dit, les excuses que t'as faites en décembre 2015, tu les penses pas. Et donc la Corée a décidé de façon plutôt naturelle et plutôt impressionnante, faut le dire, de dire que le traité de décembre 2015 n'inclut pas les femmes de réconfort. Alors que c'est un traité sur les femmes de réconfort uniquement. Mais la Corée décide que finalement non. Alors jusque-là, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Tu peux dire, écoutez, au vu de vos propos, on considère que voilà, c'était pas sincère, donc on refuse le traité. Sauf que les Coréens, ils ont fait non, ils ont dit, ça concerne pas les femmes de réconfort, mais en été 2016, quand le Japon a envoyé l'argent, ils ont quand même dit oui, ils ont quand même pris l'argent. Et là, moi, je veux entendre plein de choses, je veux bien négocier plein de choses, je veux bien, voilà, être ouvert d'esprit sur un certain nombre de choses, mais, quand il y a un traité sur un point, que tu dis, vos propos sont pas en accord, donc, voilà, ça retire ce point-là, mais que t'acceptes l'argent. Si t'acceptes l'argent, c'est que t'acceptes les excuses. C'est que t'acceptes de dire, oui, ok, c'est bon, maintenant, les femmes de réconfort, on n'en parle plus. Sinon, t'acceptes pas l'argent. Mais là, si tu fais ça, tu joues double jeu, et t'es aussi ridicule que la personne que tu critiques. Surtout qu'après, tu continues de dire, ouais, vous nous avez rien donné. Eh ben, si, mon pote, t'as reçu 8 millions de $. 180 000 € par personne. D'ailleurs, un petit point, seulement 37 des 46 femmes en vie ont reçu les indemnisations. Il semblerait que 10 se soient désistés. Mais par contre, l'indemnisation, et c'est un point étrange encore, elle n'était pas de 180 000, ce que, d'un point de vue mathématique, ça aurait dû être, mais de 91 000. Pourquoi? Non, parce que moi j'ai envie de dire, vous avez de l'argent, assez d'argent pour donner à 46 personnes 180 000, mais vous en donnez 90 à 37. Où est le reste? Il est passé où? C'est pareil, on ne sait pas. Et c'est une question que les Sud-Coréens ne posent pas à leur gouvernement. Personne. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas, j'ai pas vu d'article passer là-dessus. Moi je trouve ça intéressant. Très honnêtement, pour moi, c'est de la manipulation politique pure et simple de la part du gouvernement. Et donc là, ici, entre autres, de la part de Moon Jae-in. C'est de la manipulation pure et dure. Parce que ça permet de créer un ennemi national. J'en reparlerai un peu plus tard, lors de la conclusion de la vidéo, mais voilà, ça permet de créer le méchant. Celui que la nation doit descendre, le Japon. Et ça permet d'avoir un peuple soudé qui accepterait de faire certaines choses qu'il n'accepterait pas s'il n'y avait pas ce grand méchant loup. Et du coup, je parle de cette naïveté collective parce que, étant éduqués depuis leur plus jeune âge à entendre que le Japon c'est le méchant, bah forcément tu rentres dans le moule, le Japon c'est le méchant, et je suis sûr qu'on a des trucs, c'est pareil, hein, on a pareil en France. Hein. Et du coup, t'as une naïveté collective qui se crée, où les gens vont préférer demander encore plus au Japon, alors que le Japon a déjà donné et que le gouvernement n'a pas tout redistribué à 2 reprises. Et c'est là que je me permets de parler d'une naïveté collective, puisque
les Coréens ne vont pas remettre en cause leur propre gouvernement, ses actions, et demander des comptes sur les actions ou les non-actions que le gouvernement coréen a eues. On va mettre en pause un petit peu cette histoire de femme de réconfort pour continuer la chronologie. On arrive maintenant en 2019. 2019, c'est lorsque j'ai fait la première vidéo sur ce sujet. La Corée du Sud, un tribunal, enfin même 2 tribunaux sud-coréens, vont condamner, à l'encontre du traité de 1965, 2 entreprises japonaises à dédommager des travailleurs forcés de la période de l'occupation entre 1910 et 1945. Évidemment, les entreprises refusent, disant « écoutez les frères, on a un traité, ça va à la Cour suprême, enfin blablabla, des suites juridiques, machin. » Et en été 2019, la justice coréenne autorise la saisie de brevets appartenant à des entreprises japonaises implantées en Corée du Sud. Et c'est un scandale. Il n'y a pas d'autre mot, enfin, un brevet, c'est le savoir de l'entreprise. Elle passe des années à le développer, ensuite elle le protège pour qu'elle soit le seul à pouvoir l'utiliser. Là, la Corée autorise à prendre ce savoir, donc l'entreprise ne peut plus l'utiliser et à le vendre à quelqu'un d'autre. Donc non seulement l'entreprise ne peut plus utiliser le savoir dans lequel elle a investi pour le créer, mais en plus, ses concurrents vont pouvoir l'utiliser. Vous voyez un peu la double peine, la grosse escroquerie, c'est une attaque directe. C'est d'ailleurs pour ça que le Japon avait dit « Ok les mecs, vous voulez faire ça, dans ce cas-là, nous, on va restreindre les exportations sur certains composants, notamment des composants nécessaires à la production de produits high-tech. » Donc le Japon a attaqué directement le cœur de l'économie coréenne. Et moi en même temps, mec, tu cherches la merde, tu la trouves, hein. Et c'est là d'ailleurs qu'était arrivé le fameux boycott général en Corée du Sud. On est maintenant en 2021, plus d'1 an après. Tu te doutes que si je refais cette vidéo, c'est que cette histoire n'est pas terminée du tout. Non, non, non. En 2021, il y a quelques temps, il s'est passé 2 choses liées à tout ce que je viens de dire d'affilée. Premier fait, cette fameuse décision de la justice de saisie des brevets d'entreprises japonaises a été mise en application en début d'année, en 2021. Les brevets sont en train d'être vendus afin d'indemniser des personnes qui auraient déjà dû être indemnisées par le gouvernement coréen. J'ai rien de plus à ajouter que ce que je viens de dire. Le deuxième fait, et là du coup on va retourner sur les femmes de réconfort. C'est un tribunal de justice coréen qui, contrairement à l'accord de 1965, contrairement à l'accord de 2015, a déclaré que le Japon doit payer 90 000 $ d'indemnisation aux femmes de réconfort encore en vie. Alors, quand je dis contrairement au traité de 2015, c'est vrai et c'est faux. C'est faux parce que, officiellement, l'accord de 2015 n'existe pas, n'existe plus. Parce que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, en 2017, Moon Jae-in a tout simplement supprimé ce traité. Il a dit ce traité, il n'existe pas. Il n'a pas rendu l'argent pour autant. Bah, en tout cas, pareil, j'ai pas trouvé d'article stipulant que la Corée du Sud a rendu l'argent. Mais en tout cas, il considère que ce traité n'existe pas. Encore une fois, manipulation politique, afin d'avoir cette naïveté collective, on soude le peuple contre l'ennemi numéro 1, le Japon. Alors, mis à part ça, il y a autre chose qui devrait vous choquer, et qui, moi, m'offusque, et j'ai pas les mots. Il y a ce fameux traité de 2015. Donc la Corée du Sud, officiellement, dit ce traité n'existe pas. Très bien. Donc il refuse un traité qui indemnise toutes les victimes encore en vie à hauteur de 180 000 $. Ok, très bien. La justice coréenne, derrière, parce qu'ils voilà, ils ont fait leur petit procès, machin, tout ça, demande au Japon de payer 80 000 $ d'indemnisation par personne encore en vie. Alors déjà, le nombre de personnes encore en vie, il est passé de 46 à 12, ou 14, moins de 20 en tout cas. Et l'indemnisation passe de 180 000 à 90 000. Non! Non! Je suis désolé. Attention, je ne dis pas que la justice aurait dû dire « Oh là, on avait un traité à 180 000, donc on va mettre 180 000 ou plus. » Pas du tout.
la justice se dit, ok, 90 000 $, c'est le montant qu'on estime pour une compensation sur ces faits-là. Très bien, mettez 90 000 $. Mais ça veut dire que l'administration Moon Jae-in déchire un traité qui indemnise une petite cinquantaine de personnes à 180 000 $ et le remplace par déjà une trentaine qui sont mortes avant, il en reste plus qu'une petite vingtaine, et cette petite vingtaine va recevoir la moitié de ce que prévoyait le traité. Bravo! Ah bah bravo! Ah bah oui! Ah bah là c'est la fierté, hein. Ah là faut être fier, hein. Ah bah non, nous c'est les oppresseurs, c'est le grand méchant japonais, on va le faire payer, blablabla, blablabla. Ouais, enfin en attendant t'avais un truc à 180 000, ça passe à 90 000 pour les victimes. Encore une fois, la naïveté collective va faire que le peuple il est content. Oui, voilà, payez les 90 000. Ouais, mais rappelez-vous du traité qui était censé donner beaucoup plus. Alors bon, après c'est vrai qu'ils n'ont pas trop de soucis parce que ils n'ont pas rendu l'argent. Hein. Donc, bon, l'un dans l'autre, ça se comprend. Mais il n'y a personne, encore une fois, il n'y a personne qui se dit ça. Il n'y a personne qui, non seulement se dit ça, ni qui demande, encore une fois, où est passé l'argent. Cette histoire de manipulation politique afin de créer cette naïveté collective via l'ennemi commun, elle se prouve relativement facilement. Je peux parler de deux faits. Dans la dernière vidéo, j'ai deux Français vivant en Corée qui ont répondu, voilà, un d'eux d'ailleurs vivait avec une Coréenne, et il me parlait, voilà, de son ressenti, tout ça, je vous laisse aller voir les commentaires si vous le souhaitez. Et il y en a un qui a dit un truc ultra intéressant, c'est que au Japon, ces histoires de guerre économique, ils en parlent pas trop. Alors que la Corée était en plein boycott, les Japonais, ils entendaient limite pas parler de ça. Et lui, il avait été ultra choqué de voir à quel point partout, il y avait des tracts en Corée. C'était vraiment un truc de dingue. Et ces tracts-là, sur pourquoi je parle de manipulation politique, c'est que parfois, c'était même les villes elles-mêmes qui allaient installer des tracts anti-Japon dans sa ville, dans les arrêts de bus. Et c'est grave. Ça veut vraiment dire que ce sont les gouvernements locaux, enfin les mairies, et le gouvernement qui va inciter son peuple à se rebeller contre le Japon. C'est là qu'on parle de manipulation politique. Cette naïveté collective, je peux la prouver aussi via un autre exemple relativement simple. Vous savez, les femmes de réconfort, on en parle majoritairement, pour pas dire uniquement, lorsqu'on parle des Japonais qui occupaient la Corée. Mais il n'y a pas eu que là. Non. Après la guerre de Corée, les États-Unis étaient fortement présents d'un point de vue militaire et avaient, et ont encore d'ailleurs, un certain nombre de casernes militaires en Corée du Sud. Le gouvernement coréen, à cette époque, a incité des femmes à se prostituer. Déjà, je vous laisse digérer cette première nouvelle. Deuxièmement, il y a eu un jugement en 2017. Ces femmes ont porté plainte, demandé des indemnisations et des excuses de la part du gouvernement. Vous savez quelle a été la sentence? Rien du tout. Le gouvernement n'a pas été reconnu coupable d'avoir forcé, d'avoir poussé ces femmes à se prostituer. Cependant, ils ont quand même été reconnus coupables d'avoir détenu par la force et forcé ces femmes à avoir des tests de MST, et donc évidemment sans leur consentement, parce que tout ça c'était fait par la force. C'est quand même étrange, non? Que le gouvernement coréen ait forcé des femmes à faire des tests de MST seulement quelques mois après que le gouvernement américain ait demandé au gouvernement coréen d'éduquer sa population sur les MST, notamment les prostituées. Mais ces femmes-là, qui ont été forcées à faire des tests MST, n'étaient pas des prostituées. Intriguant, non? Mais il y a pire que ça. Un haut fonctionnaire sud-coréen qui était en charge des liaisons entre les autorités coréennes et les autorités américaines a déclaré lors d'une interview, bien que nous ne les ayons pas vraiment incités à se prostituer, nous, en particulier ceux des bureaux de province, leur avons souvent dit que ce n'était pas non plus quelque chose de mauvais pour le pays. Bah alors, malgré ça, le gouvernement coréen n'est pas reconnu coupable d'avoir incité et poussé des femmes à être des prostituées. Ils ont quand même dit, des hauts fonctionnaires ont dit
à des femmes seules, perdues, pauvres. Que faire quelque chose d'illégal, parce que la prostitution en Corée du Sud est illégale depuis 1948, n'était pas quelque chose de si mauvais pour le pays. Et alors qu'elles étaient payées en dollars, se sont vite aussi empressées de leur dire d'aller changer leurs dollars en won et de ne pas les dépenser au Japon, parce que la Corée du Sud avait besoin de dollars, cette monnaie étrangère très importante pour le commerce international. Eh bien si, personnellement, j'appelle ça de l'incitation à la prostitution. Est-ce que c'est exactement pareil que les femmes de réconfort? Non. Mais est-ce que c'en est loin? Pas du tout. D'ailleurs, une de ces femmes a témoigné. J'ai accepté un emploi, je suis allé dans un établissement, dès mon arrivée, je me suis enfui. J'ai fini par me faire rattraper par le propriétaire du club. Et le propriétaire de mon club m'a vendu à un autre établissement. C'est alors là que j'ai eu mon premier client. On peut dire ce que l'on veut, mais pour moi, la douleur de ces femmes est la même que la douleur des femmes de réconfort, alors que pourtant, elles sont totalement délaissées par les politiques qui n'avouent pas les crimes commis par le passé, et aussi totalement délaissées par l'opinion publique qui se focalise uniquement sur l'ennemi numéro 1, le Japon. D'un point de vue d'un étranger, la Corée et le Japon semblent s'envoyer la balle de la responsabilité comme des enfants. « Oh, c'est toi qui as commencé! Non, c'est pas vrai! C'est toi qui as commencé !» Ils se privent ainsi d'un avenir radieux en laissant le passé là où il est, dans le passé, et en avançant ensemble. Cependant, il semble aussi que cette situation ne déplaise pas aux deux gouvernements. D'un côté, le Japon peut présenter la Corée comme un barbare, demandant sans cesse des dédommagements pour quelque chose dont le Japon s'est déjà excusé, a déjà payé, que ce soit public, mais aussi parfois des initiatives privées. De l'autre côté, la Corée du Sud réussit à créer un ennemi commun, le méchant, le Japon, celui qui ne reconnaît rien, celui qui ne perd rien, et peut ainsi créer une naïveté collective, laissant de côté ses propres méfaits, focalisant sur l'ennemi, et ici aussi, pouvant passer certaines choses, pouvant accorder certaines lois, et faire un peu ce qu'ils veulent, en déviant le regard vers l'ennemi. Et cela n'a pas de bonnes conséquences. Prenons l'exemple du boycott. Oui, la Corée a été forte, elle a su se montrer unifiée face à l'ennemi public numéro 1. Mais qu'en est-il au final? La consommation revient petit à petit, et de plus en plus, les Coréens retournent vers des produits japonais. La véritable chose sur le long terme, c'est que certaines entreprises ont délocalisé. Je me souviens encore de certains articles de presse présentant Samsung comme les héros, qui ont réussi à détourner les limitations d'exportation envers la Corée du Sud en s'implantant aux États-Unis. Eh bien oui, effectivement, le Japon réduisait les exportations de produits pour construire des produits high-tech vers la Corée, mais pas vers les États-Unis. Donc en s'installant aux États-Unis, ils ont contourné le problème. Samsung, les héros. Très bien. Sauf qu'en attendant, qui a le boulot? Eh bien, ce ne sont pas les Coréens. Cette usine qui aurait dû être créée en Corée du Sud a été créée aux États-Unis, contribuant ainsi, si je puis dire, à la hausse du chômage en Corée du Sud, que eux-mêmes considèrent comme très élevé. S'il y a quelque chose qui est sûr, c'est que nous n'avons pas fini d'entendre parler de ces deux petits-enfants qui se chamaillent sans cesse. Parce que je l'ai fait résumer en nous focalisant uniquement sur les femmes de réconfort et les travailleurs forcés. Mais ces embrouilles entre la Corée du Sud et le Japon sont continuelles et arrivent très régulièrement dans l'année, 2, 3, 4, 5, 6 fois. C'est vraiment très régulier. Parfois, certains veulent boycotter l'autre lors d'une réunion diplomatique internationale. Parfois, ce sont des revendications sur Dokdo de la part du Japon, ou alors des mouvements militaires à côté de Dokdo de la part des Coréens. Bref, c'est sans cesse. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.